Mercredi 18 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation des Nations Unies. Au menu des échanges, la question du terrorisme, la situation pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. À suivre en début de cette édition, la substance des échanges avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi finance pour la gestion 2025. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi. À suivre dans ce journal le point des autres décisions ayant meublé cette session hebdomadaire. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Édouard Locot, a rendu ce mercredi une visite de courtoisie au président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les deux institutions afin de garantir une couverture médiatique transparente et équilibrée lors des échanges électoraux au Bénin. Plus de précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce mercredi 18 septembre 2024 une délégation des Nations Unies. Au menu des échanges, la situation pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. La question du terrorisme, les problèmes de développement et bien d'autres sujets ont été évoqués. Suivez dans cette capsule vidéo les propos de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Leonardo Santos, aux sorties des échanges. C'est un plaisir. Nous avons échangé avec son Excellence sur le Président sur la situation, pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. Les défis qui se posent à la région, les problèmes de terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis. Il y a un effort, et je tiens à féliciter les pays, pour, pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays, mais aussi en coordination avec d'autres pays. Et le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie, de chercher toujours, à travers du dialogue, les formes de surmonter les problèmes, les différences. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, précisément sur les décisions prises au titre des mesures normatives. En point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote
du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Ce projet de budget s'établit à 3 551 milliards 005 de francs CFA, en hausse de 11% par rapport à 2024. Dans le but de renforcer la résilience de notre économie, il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur seront poursuivies et accentuées. En dépit du contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, il postule un taux de croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. En outre, les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagés, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. De même, la réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation demeurent des priorités et des facteurs d'influence des propositions de dépenses et des mesures fiscales. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte la préparation des élections générales de 2026, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dont le Centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Save-Ouessé, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet Gbesoké, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillage et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Globalement, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à 1101 milliards 71 de francs CFA en 2025, correspondant à 41,5% du budget général. À toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Enfin, il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes n'a été proposée au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. En point 2. Adoption du décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût.
Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Il a été adopté le décret fixant les modalités de désignation des membres des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national du Conseil économique et social. Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement. Dans le registre des communications, des décisions ont été également prises. À ce propos, je vous invite à suivre à nouveau Wilfried Léandre Rumbeji. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre de l'installation et l'appui au fonctionnement de 6 complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz, de type co-entreprise pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le dit projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Dans sa mise en œuvre, il prône un changement de paradigme axé sur la création durable de valeur ajoutée par la promotion des partenariats économiques inclusifs reliant les petits producteurs et leurs organisations au secteur privé et au marché. Ces interventions répondent aux besoins d'investissement de taille requis dans les filières agricoles conventionnelles, riz, maïs et manioc, porteuses de croissance. Il promeut les partenariats productifs au sein des acteurs de chaînes de valeur ayant des relations d'affaires et des intérêts communs et qui sont susceptibles d'élaborer ensemble un plan d'affaires pour améliorer la transformation et la commercialisation des produits, l'objectif étant d'accroître les revenus. C'est dans ce cadre qu'il accompagne ses bénéficiaires dans la mise en place et le renforcement des capacités de 6 unités agro-industrielles formalisées en co-entreprise et dédiées à ces filières dans les communes de Tofo, d'Assazumé, Ketou, Aplaoué, Banté et Bopa. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la réalisation diligente de ces unités. En point 2, autorisation de signature d'accords cadres avec des experts et des universités pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. À cet effet, elle a lancé 3 campagnes successives d'appel international à manifestation d'intérêt, au terme desquelles elle a retenu, d'une part, 38 experts de notoriété internationale dans leur spécialité et, d'autre part, 2 universités canadiennes d'envergure avérée, susceptibles de mettre à sa disposition chacune des dizaines d'autres experts. En outre, elle dispose d'une base de données sur tous les enseignants-chercheurs des universités publiques du Bénin, ainsi que d'un accès autorisé à celle des alumni du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ces 2 bases contiennent des centaines d'experts africains. En vue de permettre à la délégation d'accomplir sa mission avec efficacité, le Conseil a marqué son accord pour la signature d'accords cadres avec les experts et universités retenus pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin aux sessions du Conseil d'administration de l'École supérieure multinationale des télécommunications à Dakar au Sénégal du 24 au 26 septembre 2024, puis l'organisation au Bénin du 19e Congrès international sur la drépanocytose à Cotonou du 10 au 12 octobre 2024.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Locaux, a rendu ce mercredi 18 septembre 2024 une visite de courtoisie au président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat Sakalafia. Cette rencontre a permis de renforcer la collaboration entre les deux institutions, notamment pour garantir une couverture médiatique transparente et équilibrée lors des échanges électoraux dans notre pays. Les deux présidents se sont engagés à travailler ensemble pour la promotion d'une information fiable et équitable, essentielle à la démocratie béninoise. Dans un autre registre, le bureau de l'Assemblée nationale a validé ce mardi la procédure de destitution du président français Emmanuel Macron, déposée par une partie des députés du Nouveau Front populaire, NFP. Alors que la France attend son nouveau gouvernement depuis 2 mois, le parti NFP estime que le chef de l'État mène un coup de force antidémocratique. Selon l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye, c'est une disposition prévue par la Constitution française. Il s'exprime au micro de Nancirine Fatoumbi et Francis Farami. La Constitution permet à ce qu'un groupe parlementaire ou un groupe politique puisse effectivement entamer cette procédure, ce que le NFPI a fait systématiquement. Mais l'autre chose, c'est est-ce que la procédure ira loin? Est-ce que cette procédure va aboutir? Je ne pense pas. Et je pense que dans la Ve République, c'est jamais arrivé. Parce que justement, on a un président qui est affaibli, c'est vrai. Les dernières législatives le prouvent, puisque son groupe, sa famille politique est en nette régression. Mais la réalité, c'est qu'il a beau être en recul sur le plan échiquier politique, mais il détient toujours le mot d'ordre. La preuve est que c'est lui qui a littéralement désigné le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, et c'est lui qui continue de tirer les ficelles de la politique aujourd'hui en France, qu'on le veuille ou non. Alors, il n'existe pas une opposition, mais des oppositions à Emmanuel Macron. En l'occurrence, le Rassemblement national devrait être une opposition. Le Nouveau Front populaire également devrait être une opposition, et l'est effectivement. Mais pour pouvoir gouverner, parfois, il faut aller au-delà de l'idéal politique et converger vers le réel politique. Et c'est ça le mot d'ordre d'Emmanuel Macron, le réel politique, qui consiste surtout à composer politiquement, même avec des adversaires et parfois des ennemis naturels politiques. Et c'est ce qu'il fait le mieux aujourd'hui avec un Rassemblement national qui est une opposition factice en réalité, et avec la droite qui est incarnée d'ailleurs par Michel Barnier, avec laquelle Emmanuel Macron a réussi à faire une alliance contre nature dans le sens réel des choses. Donc je ne pense pas que cette procédure puisse aboutir, parce que même si Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée, il continue tout de même de tirer les ficelles avec les différentes alliances qu'il a eu à faire. C'est des alliances tacites, c'est des alliances qui ne sont pas claires, mais c'est la réelle politique qui l'emporte aujourd'hui. Cette procédure, malheureusement pour moi, n'ira pas à son terme. 2 ans après les dernières législatives, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dissous dans la soirée du jeudi 12 septembre 2024 l'Assemblée nationale. La date des élections anticipées est fixée au 17 novembre prochain. Une dissolution que commente l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye au micro de Nancirine Fatoumbi et de Kanté Amoussou. On peut expliquer la dissolution de l'Assemblée nationale sous plusieurs aspects. D'abord, cela illustre la polarisation de la classe politique au Sénégal depuis l'avènement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, car depuis son élection, on peut constater effectivement qu'il
qu'il a une forte opposition au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein de la classe politique dans son ensemble. Or, on sait très bien qu'il est élu sur la base d'un premier tour avec 54% environ des voix, ce qui montrait logiquement qu'il avait l'approbation de la majorité des Sénégalais. Alors, une chose est d'avoir l'approbation de la majorité des Sénégalais, mais c'est toute une autre chose d'avoir l'approbation de la classe politique. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème, parce que Bassirou Diomaye Faye n'a pas la majorité pour pouvoir gouverner. Et il est de bon aloi de savoir également qu'il n'y a pas de véritable président de la République sans une forte majorité. Aujourd'hui, il se retrouve face à cette dure réalité qui est la réelle politique d'ailleurs, qui l'oblige à dissoudre l'Assemblée nationale parce que justement il n'a pas les coudées franches pour faire passer les dispositions qui sont dans son programme politique, qui sont dans son programme social et qui sont également dans le programme du parti PASTEF. Et ça remet également en face une réalité frappante d'ailleurs, c'est que l'assentiment de la population ne vous garantit pas de gouverner si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé le vendredi 16 septembre dernier un atelier de formation et de réflexion pour les jeunes axé sur la famille, l'école et les valeurs citoyennes. Plusieurs communications animées par des personnalités telles que le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji et d'autres personnalités ont marqué les assises. Le point dans cet élément réalisé par Annel Dou. Atelier de réflexion et de formation pour les jeunes à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, organisé en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université d'Abomey-Calavi. Cette édition est axée sur le terme « La famille et l'école à la croisée des chemins des valeurs citoyennes ». Des assises qui sont ouvertes par l'évêque de Lokossa, Monseigneur Kofi Roger Anoumou, chargé de la commission éducation au sein de la conférence épiscopale du Bénin. La famille et l'école se conjuguent pour jouer ce rôle de coéducateur pour chaque homme depuis les premiers moments de la vie. Ce rôle tient dans le fait d'assurer pour tout homme une vie sociale beaucoup plus authentique. Par ailleurs, l'évidence de cette relation entre la famille et l'école est telle qu'elle ne peut être reléguée au dernier rang. Les deux devront favoriser la formation, l'éducation et l'esprit de créativité chez le citoyen en vue d'être un patriote exemplaire. Vu la sensibilité de cette relation, des échanges sur l'état de la question aujourd'hui semble nécessaire. Deux communications ont meublé ce rendez-vous. La première animée par Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, portait sur le terme « Renforcer l'éducation familiale de base pour asseoir les valeurs citoyennes de développement ». La deuxième, sur les valeurs éthiques et citoyennes, atout intrinsèque d'insertion professionnelle des jeunes, a été développée par le professeur Adolphe Pachavi. Les étudiants ont pu tirer des enseignements des vécus des orateurs. La fin de la soirée a été consacrée à un panel de discussion sur l'employabilité des jeunes. Les panélistes, Francine Aïssi-Ouani et les professeurs Achille Massoubodi et Mariana Massoubodi ont donné les armes aux jeunes pour réussir. Un nouveau défi relevé avec brio par l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau et ses partenaires. Que ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous puissiez le partager avec les uns les autres, pour que, en communauté, en réseau, nous puissions travailler. Il faut partir au moins des communautés, des réseaux, en vue de travailler ensemble. Le Béninois ne sait pas travailler ensemble. Le Béninois rase les murs. Surtout les Béninois de la diaspora, chacun de son côté, chacun se cherche et nous rasons les murs. Nous ne sommes pas des lézards. Nous sommes humains
et travaillons véritablement humain. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, par cet atelier, a armé les jeunes pour relever de nouveaux défis avec de meilleurs moyens. Cette édition se poursuit. La lutte contre les violences basées sur le genre s'annonce plus intense dans les prochains jours. Des artistes, des organisations de la société civile, des professionnels des médias et structures étatiques travaillent depuis lundi dernier à l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer national contre le phénomène. À quelques heures de la clôture de l'atelier, Mistoura Salou Adjibade, responsable lead pays de l'Alliance Droit et Santé au Bénin, Henri Joël Dossou, directeur exécutif du scoutisme béninois, et Gildas Atolou, représentant de l'ONG Le Bakar, dressent un bilan des travaux au micro de Seton Delarios Adjabelo. Je tiens à dire que de par la qualité des débats, on peut se dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons bien commencé. Tous ceux qui sont attendus sont là, sont présents et ils participent. Donc on a quand même une satisfaction par rapport aux différentes présentations, aussi bien des acteurs sociaux, des consultants et aussi du ministère par rapport à la qualité des données. Parce que l'un des problèmes, des casse-têtes pour pouvoir élaborer des argumentaires de plaidoyer, c'est d'avoir les ressources, c'est-à-dire les données. Et depuis hier, le partage des différentes bases d'études, tout ça, nous rassure et nous voyons que c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, nous avons suivi les restitutions des différents groupes par rapport aux enjeux du plaidoyer. Et au vu de ce qui a été présenté, nous sommes très satisfaits. Et à travers ces restitutions, nous avons pu dégager les enjeux du plaidoyer et les argumentaires qui doivent accompagner ces enjeux qui ont été définis, les chiffres qui justifient le choix de ces enjeux-là ont été clairement définis et ça nous permet d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir porter ce plaidoyer que nous envisageons dans les prochains jours. Je vous assure que cet atelier est une opportunité pour nous, en tant que représentants de l'EBACA, à avoir aussi des données fiables, des données qui répondent, qui montrent le tableau, la couleur du tableau que nous avons en termes de VBG au Bénin. Les travaux de cet atelier nous permettent de dire actuellement que nous sommes dans une bonne lancée, que le processus est bien enclenché. Les projets participaux d'EL et Réforme ont organisé les 12 et 13 septembre 2024 la première édition du Salon des investissements privés dans les communes au Palais des Congrès de Cotonou. Une initiative bienvenue qui dévoile, qui éveille autant pour moi toutes les parties prenantes sur les perspectives du développement économique des communes. Le reportage, c'est avec Carles Kitoumé. Le salon a atteint ses objectifs parce que justement, les mairies se sont rendues compte qu'il y a des chantiers à ce niveau-là sur lesquels elles doivent travailler. Et c'est là l'un des objectifs que nous visions à travers ce salon. L'atteinte des objectifs des organisateurs se joint à celle des exposants qui ont compris qu'ils doivent prospecter davantage. Et ce salon m'a éclairé. Ça m'a permis de comprendre tout ce qui se passe au Bénin, au sein des communes. Il a fallu ce salon pour que les camps qui doivent se donner la main pour le développement des collectivités puissent se voir, se parler. Les communes participantes, quant à elles, au terme de ce salon, s'engagent à travailler pour une meilleure présentation de leur potentiel. Les communes qui sont arrivées ici, vous avez vu avec quel engouement, quelle dextérité elles pensaient vanter leur commune. Mais avec les interventions, nombreuses ont compris qu'il restait beaucoup encore à faire. Et s'il n'y avait pas eu ce salon, et c'est dans cela que, au nom de mes pairs, nous témoignons toutes
nos reconnaissances en direction de participants. Juste 2 jours pour ouvrir la porte de nouvelles perspectives de développement économique pour les communes. Et puis on parle société à présent. Un ex est un terme familier qui désigne l'ancienne femme, l'ancienne copine, l'ancien mari ou compagnon. Quelle est la nature du comportement à adopter avec son ex? Quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons-les au micro de Francis Farami. Si tu as eu des relations intimes avec quelqu'un et le jour est arrivé où vous n'êtes plus ensemble, même après tout, vous allez vous revoir quelque part et vous saluer. Parce que vous étiez dans l'intimité avant. Il t'a connu, toi-même tu l'as connu. Donc c'est pas bon de se voir et de se dépasser, c'est pas bon. Après, si ce n'est pas l'infidélité de la femme, c'est l'ignorance de l'homme ou bien parfois l'irresponsabilité de l'homme qui va pousser à de ruptures ou bien. Mais est-ce que ça l'empêche qu'on soit des amis? Moi, selon moi, ça n'empêche pas. L'amour ne finit jamais. On croit que l'amour est fini. Même si j'ai eu un ex avec qui j'ai eu à partager ma vie, quand l'autre dit vie profonde, et demain il y a eu crash, vous ne devez pas vous séparer dans la haine. C'est anormal. Après des relations amoureuses, même si il y a un problème entre vous et vous vous êtes séparés, je pense que être ami, c'est se dire bonjour, bonsoir. Ce n'est pas nécessairement que je vais venir chez toi. Je pense que même si les relations n'existent plus, il faut se saluer. Puisque la salutation est vraiment très bon pour un être humain aussi. Au moins, la salutation, et de là peut venir d'autres bonnes choses. Cette personne-là peut te trouver du travail quelque part. Ou bien cette personne-là peut te faire du bien quelque part. Ou bien elle peut te voir dans des problèmes, dans une situation difficile, dans la circulation. Elle est obligée de te sauver. Mais tu l'as pris comme ton ennemi. Parce que ce n'est pas forcé de se marier, non. On ne force pas le mariage. Même si nous n'avons plus cette relation amoureuse d'hier, mais il faut qu'il y ait une relation qui dit le bonjour, bonsoir, comme on dit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu a dit. Pas aimez-vous les uns les autres sur le plan amoureux, mais aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a dit, aimez-vous les uns que les autres. Mais qu'on me dise, parce qu'il y a eu crash, nous avons rompu. Suite à ça, il faut avoir souvent la dent dure, ou bien quand on voit l'autre, on ne veut pas voir, c'est dangereux, ce n'est pas une bonne chose. On parle sport à présent. Le handball béninois retrouve tout doucement son meilleur niveau d'il y a quelques années. C'est ce qu'estime Sam Ocheho, président de la zone 2 au terme des playoffs de la Ligue Pro 2024. Il s'exprime au micro de Seton Delarios à Djagbenon. I think I see a lot of growth. From the last time I was here till now, I can see that the league has grown significantly. I can see a lot of quality players that have. À chaque fois qu'il fait un voyage sur le territoire béninois, c'est avec beaucoup d'émotion parce qu'il constate aujourd'hui que le handball nigérien est en train de compléter le handball béninois et ça donne un fruit extraordinaire. Aujourd'hui, il ne peut même pas comparer les joueurs béninois avec les joueurs nigériens parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, c'est vraiment une neutralité sur le terrain. Et avec les 2 matchs des finales qu'il a assisté aujourd'hui, il a assisté à un beau match. Un beau match qu'il n'espérait même pas. Mais là, il constate désormais que le continent africain est en train de présenter vraiment de bons joueurs qui peuvent gravir l'échelon international. Alors, sa présence ici au Bénin, il dit qu'il va continuer à notifier, à travailler avec la Fédération béninoise de handball pour quand même, dans les années à venir, qu'on puisse espérer une équipe digne de nom en Afrique. I enjoyed all the time I spent seated on the chair watching the game.
Parlons toujours sport. 3 équipes béninoises, Adidja HBC hommes, Flowers CNSS hommes et dames, vont représenter le Bénin au 45e championnat d'Afrique des clubs champions du 10 au 19 octobre 2024 au Maroc. Ces représentants ont hérité de grosses cylindrées de la compétition afin de mieux affûter leurs armes. Les doubles champions de la saison, Flowers, entament son stage de préparation dès le week-end prochain. Sosoukwe, entraîneur adjoint à Flowers CNSS, et son manager général, Aimé Sebio, ont un défi à relever. Même si on n'ira pas jouer la finale, on espère faire une bonne prestation. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le gouvernement, si les gens peuvent dire peu, mais aujourd'hui, je vous assure, ça descend sur les joueurs. C'est très important. Ce que le gouvernement met aujourd'hui descend sur les joueurs. Et nous, on a eu une chance. On a un monsieur qui est un homme de la presse. Vous connaissez la rigueur qu'il y a dans ce métier. On a un président aujourd'hui qui est un homme de la presse aussi, de la communication. Et vous qui accompagnez, ça nous permet aussi de sortir. Et on espère que de là-bas, on enverra les meilleurs résultats pour qu'au moins on puisse connaître plus le Bénin. Il y a 3 équipes béninoises qui vont. Nous allons donner quelques jours de repos à l'organisme, que la fatigue puisse descendre, d'accord? Et nous allons reprendre les entraînements dans une semaine. Dans une semaine, jour pour jour, on va aux mises au vert pour amorcer la préparation de la Coupe d'Afrique, que ce soit en homme comme en dame. Hors de nos frontières à présent, après les attaques terroristes orchestrées contre les installations militaires à Bamako au Mali, le 17 septembre 2024, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé sa ferme désapprobation à travers une note publiée ce mercredi 18 septembre 2024 sur sa page Facebook. L'institution économique sous-régionale a réaffirmé sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. La CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région, peut-on lire dans le communiqué. Du Mali, rendons-nous au Moyen-Orient. Plus de 180 dirigeants du monde entier sont attendus pour la semaine de haut niveau à l'ONU où la guerre à Gaza devrait dominer les débats. La délégation palestinienne appelle les États à exiger la fin de l'occupation israélienne dans ces territoires dans les 12 prochains mois. C'est la première fois qu'elle soumet elle-même un test au vote et elle a décidé de s'appuyer sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice qui a estimé que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé depuis 1967 est illicite. Le projet de résolution débattu depuis mardi 17 septembre par les 193 États membres de l'ONU doit être mis au vote ce mercredi. Le projet de résolution appelle également les États membres à prendre des mesures pour mettre fin aux importations venant des colonies et à la fourniture d'armes à Israël s'il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles pourraient être utilisées dans les territoires palestiniens et aussi à prendre des sanctions contre les personnes participant au maintien de la présence illicite d'Israël dans les territoires occupés. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZLT.